Bonjour et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale, pas de générique aujourd'hui, je suis Selim, votre coach en séduction. Aujourd'hui, je fais une interview de l'autrice de ce livre, On the Verge. Elle a un podcast sur la sexualité au masculin. Elle a interviewé énormément d'hommes, des bi, des gays, des hétérosexuels, des célibataires, des jeunes, des vieux, des gars qui étaient dans le bondage, dans la domination. Écoutez, suivez cette interview, vous allez apprendre beaucoup de choses. Elle a son podcast qui s'appelle On the Verge. On reçoit aujourd'hui Anne-Laure Parmentier. Bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV. Je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Anne-Laure Parmentier. Bonjour Anne-Laure. Salut Selim. Anne-Laure, c'est l'auteur de ce livre merveilleux, On the Verge. L'auteur? Toi qui sais tout. L'auteur, j'ai mis un E à la fin, Bravo. mais je peux dire Bravo. l'autrice si ça vous arrange. Franchement, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Moi-même, je suis reprise. Je mets auteureux, mais on m'a dit que c'était plutôt autrice. On fait comme vous voulez. Moi, vous savez, aujourd'hui, Je sais. j'obéis au choix de chacune, de chacun. C'est ultra important d'être ultra flexible, inclusif. J'ai bien compris l'histoire. Le podcast, à la base, c'est pas un livre On the Verge, c'était un podcast. J'aimerais bien qu'on parle de ça aujourd'hui, toute cette aventure autour du livre. Le livre, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le lire, c'est des hommes qui parlent de leur sexualité sans tabou. C'est une galerie de portraits où Anne-Laure, elle les a rencontrés, elle les a interviewés, elle a discuté. Il y en a certains que, de mémoire, vous n'avez pas rencontrés. Ça a été à l'écrit parce qu'ils ne voulaient pas montrer leur tête, Effectivement. donner En leur fait, voix. c'est ça. Il y a 7 inédits dans le livre, dont une retranscription testimoniale d'un échange écrit parce que la personne n'a pas voulu qu'on se parle. Donc, ouais, il y a des formats un peu différents dans le livre. C'est ça, j'ai bien aimé ce témoignage-là où lui, il ne voulait vraiment pas qu'on le reconnaisse parce qu'il trouvait que c'était peut-être trop dangereux pour sa vie privée, ce qu'on peut comprendre. On commence par le commencement. Alors, à la base, Anne-Laure Parmentier, vous n'êtes pas sexothérapeute, pas coach en séduction, pas quoi que ce soit dans ce domaine-là. Vous bossez dans la publicité, c'est ça? Dans la communication, effectivement, je suis directrice d'une agence de communication. Ça va faire 15 ans maintenant que je suis dans ce milieu, donc ça n'a rien à voir. Après, le dénominateur commun, ce sera peut-être le support, le média et le fait de communiquer. Et c'est vrai que le podcast, c'est un support que moi, j'ai toujours apprécié. Je suis une enfant des années 80, donc j'ai grandi dans les années 90-2000 avec les radios libres et la radio quand j'étais à l'internat, avec Max il y avait Max, il y avait la radio libre de Max, il y avait Diffoul, enfin tout Le ça. doc, Max, le Doc, doc, et de l'autre côté, il y exactement. avait Deepool. Ouais, ouais. Exactement. Et j'aimais vraiment ce ton adolescente qui m'a beaucoup marqué. Et le podcast avec son émergence depuis 5 ans et ce que ça confère d'anonymat, de confidence. Voilà, j'aimais ce support beaucoup plus que la vidéo et le visuel. Et voilà, et en fait, ça a été la somme de pas mal de choses. Ce podcast, ça a été une envie de faire, comme je suis entrepreneur, c'était un nouveau projet qui est complètement amateur, hein, mais j'avais envie de me lancer dans une nouvelle aventure. Mon intérêt pour les hommes, moi je suis Le une fille. pourquoi, parce que alors, on rappelle, vous bossez dans la communication et On the Verge, c'est un podcast qui parle de sexualité masculine. Pour le format, alors allez écouter On the Verge sur toutes les plateformes de podcast. Anne-Laure reçoit à son micro des hommes et on va partir sur des thématiques liées à la sexualité et chacun raconte un peu sa vie, chacun raconte ses expériences, vous les dirigez un peu, vous posez des questions. Moi, la question, c'était ça, c'était pourquoi ce domaine-là de la sexualité masculine, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui, elles, vont bosser plutôt sur le côté féminin, sur la sexualité féminine, sur le fait de se libérer, sur le fait de s'assumer, sur parler de domination, de patriarcat, tous ces trucs-là. Et là, vous allez un peu à contre-pied, sexualité masculine. Bah, comme vous le dites, en fait, il y a beaucoup de femmes qui parlent de ces sujets-là et très bien, ce que je soutiens évidemment complètement. Toutefois, moi, je suis vraiment pour un féminisme paritaire, égalitaire et assez éthique. Et donc là où effectivement la parole de la femme se libère, si on est assez objectif et honnête, on se rend compte que la parole des hommes est très peu libérée sur ce sujet. Il y a vraiment, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, un mythe de performance, il y a le mythe de la masculinité, il y a vraiment entre les hommes et surtout dans leur façon de communiquer sur la sexualité, il y a beaucoup de tabous
il y a beaucoup de gêne, il y a beaucoup de non-dits. Les hommes, entre eux, ont très peu la possibilité de s'exprimer. Nous, les femmes, on a, bon, déjà, ce qui est par rapport à notre biologie, à un moment donné, vers 12-13 ans, il va se passer quelque chose dans notre vie de jeune fille qui va nous amener à en parler à notre mère, à un référent maternel, à nos amis. Donc, je parle évidemment des règles. Mais il y a aussi la rencontre avec le gynécologue. Enfin, on a un rapport à notre corps et à notre intimité qui, très rapidement, va vers l'autre. Les garçons, pas tant. En fait, avec un peu de chance, on a un père ou en tout cas un référent paternel qui va mettre un jour la main sur l'épaule et lui dire « Bon, mon fils, voilà ce qui va se passer. » Et encore, il n'y en a pas tant que ça. Mais en fait, c'est débrouille-toi avec ce que tu as. Et j'ai beaucoup d'hommes à mon micro qui me racontent tous ces moments de leur vie. Et donc, comme je disais, il y a eu cette envie dans mon féminisme et dans mon parcours personnel aussi d'être assez honnête intellectuellement sur le fait que oui, la parole des femmes se libère. Mais quand on regarde, par exemple, les médias masculins, c'est pas encore une fois où je vais l'apprendre, mais il y a très peu de discussions très transparentes et sincères sur ce sujet-là. Et ça, c'est ma vie personnelle. J'ai beaucoup de potes, d'amis garçons. Je me sens très à l'aise avec la gente masculine et vraiment hors du rapport de séduction. J'adore les femmes aussi. Hein, j'ai pas mal d'amis et de potes. Mais je me rendais compte à quel point il y avait chez eux parfois un manque d'espace d'expression pour parler de ça. Des petits problèmes techniques, des petits soucis de santé. Je parle d'IST qui sont facilement voilà, gérables, mais aussi du rapport avec les femmes, avec les hommes dans une sexualité homosexuelle. Enfin voilà, tous ces petits sujets-là qui sont assez tus et qui parfois créent soit des micro-frustrations, soit des vrais problèmes avec soi-même, de perte de confiance. Et c'est vrai que quand je disais, mais je sais pas, enfin, pourquoi t'en parles pas à tel pote, et à chaque fois, j'avais la même réponse, mais entre mecs, on ne parle pas de ça. On parle sur le plan performance, on enjolive énormément la réalité, mais on n'est pas capable de se dire entre mecs, alors évidemment, là, je fais un cas général, hein, il y a évidemment des relations amicales masculines qui sont plus saines et plus ouvertes sur ce sujet, mais c'est quand même plus rare. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, mon intérêt pour le genre humain, pour les hommes, pour la sexologie, la sexualité, qui a toujours été pour moi un sujet que j'ai toujours trouvé très intéressant parce qu'il est, il est vraiment on va dire le point d'ancrage de notre éducation, nos traditions, nos religions parfois, mais également nos traumas, nos rencontres, et que la sexualité est quelque chose d'excessivement évolutif, en mouvement tout le temps. On n'a pas du tout la même sexualité qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Et dans un couple encore plus, c'est vraiment un challenge de presque tous les jours. Et je trouve ça très intéressant parfois de figer cette parole-là pour justement avoir une discussion. Et dans les orientations, les pratiques, ce qui est très intéressant, c'est que mes invités, souvent, quand je leur demande leur motivation de parler, ça va être parce qu'en fait, j'en ai jamais entendu parler. Et donc, ça peut être, par exemple, un gars qui se masturbe 5 fois par jour et pour lui, c'est la Seulement? normalité. Et Oh, voilà. Et il a trop de justement, travail. il y a ce côté, ce garçon est un scénariste, hein, donc forcément, il a le temps, il écrit. Mais lui, particulièrement, se disait que lui, c'était sa norme, qu'il se sentait très bien. Et quand il a fait cet épisode où il parle évidemment de toute sa vie intime, hein, j'ai eu pas mal de réactions de gars qui m'ont dit « Mais attends, mais je pensais être le seul et je n'osais pas en parler. » Et à l'inverse, des gars qui me disent « Moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai essayé une fois. Oui, bien sûr. Ça... » Oh, voilà. Et ces gars sont bien dans leur sexualité. Dans les pratiques, les orientations, les approches, les fantasmes, les kinks, en fait, le fait d'en parler et le fait d'avoir une forme d'écoute et de réception et d'accueil bienveillant crée quelque chose d'assez, je trouve, fraternel et assez, ouais, assez vertueux. Alors, ils osent se livrer, ces hommes, comme ça à une femme. C'est plus facile pour eux de vous parler à vous que si ça avait été enfin, prospective, si c'était un autre Ouais, homme, ouais. vous réussissez à instaurer ce lien de confiance, cette écoute. Bah, en fait, j'ai une vraie interrogation là-dessus. La réponse est oui, c'est-à-dire que j'ai même des hommes qui me disent à mon micro des choses qu'ils n'ont jamais dit à leur partenaire de vie, homme ou femme. On va parfois loin dans des traumas, hein. Il y a des invités qui ont des parcours et des vies assez traumatiques. Donc évidemment, moi, je mets toujours les trigger warnings, hein, pour que tout le monde soit dans des bonnes conditions d'écoute. Après, il y a des vies, somme toute, plus, je ne vais pas dire ordinaires, mais plus de mal, enfin voilà, des vies un peu plus classiques, mais c'est toujours très intéressant. Oui, alors est-ce que c'est parce qu'effectivement il y a un rapport de confiance parce que je suis une femme?
Moi, j'ai une théorie là-dessus sur le fait qu'effectivement, quand on est une femme, on a par essence quelque chose d'accueillant, du terrain. C'est un peu, voilà, c'est un peu capillotracté, mais c'est vrai. Un homme est plus conquérant dans sa façon d'écouter. Il y a toujours peut-être quelque chose de performant derrière, une recherche de performance en tout cas. Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'en en parlant avec une sexothérapeute, justement, parce que j'essaie quand même d'être éduquée au maximum quand j'ai des sujets que je ne maîtrise pas. J'ai je ne sais pas combien de bouquins autour de moi sur le sujet. Elle me disait qu'effectivement, je mets en place, parce qu'elle avait écouté pas mal mes podcasts, ce qu'on appelle la distance émotionnelle et le cadre thérapeutique qui en fait est propice à l'écoute. Je ne pense pas qu'à 10 ans, j'aurais eu cette même faculté d'accueillir ces paroles-là, parce qu'il y en a qui sont quand même assez difficiles et douloureuses, d'autres qui sont parfois, et ça c'est important, un peu compliqué à écouter en tant que femme parce que et ça c'est important pour moi de le dire, alors je ne donnerai pas de nom ni de référence d'épisode, mais j'accueille aussi des garçons qui sont un peu des connards quand même, mais parce que c'est important. Si j'accueillais que des garçons comme vous, Célim, déconstruits, ouverts, dans la réflexion, bah, en fait, on n'avance pas le débat. Comment on le gère ça quand on a en face de soi, je ne vais pas dire un contradicteur, mais vraiment un connard, un gars dont on n'approuve pas le comportement, où vous vous dites que ouais, non, là, ça ne va pas dans la bonne direction pour la société. Comment on fait pour faire un bon épisode? Comment on fait pour retranscrire ça? C'est important de bien préciser que cette écoute, elle est sans tabou, sans jugement. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que ces hommes-là, alors évidemment, ils sont vraiment minoritaires. Aujourd'hui, j'ai à peu près 70 épisodes. Ils sont assez minoritaires. Toutefois, c'est important de les entendre parce que rien n'est manichéen dans le monde. On est tous le con de quelqu'un. Et ce garçon, je pense à un épisode en particulier quand il a voilà, raconté comment lui voyez les rapports hommes-femmes et sa sexualité, etc. Donc, évidemment, quelque chose de beaucoup en domination, en soumission, en humiliation, avec beaucoup de phobes derrière, tout ce qui est homophobe, transphobe, grossophobe, tout ça. Il a eu des réactions très positives à son témoignage. Des femmes qui m'ont dit sur les réseaux sociaux ou même par mail, enfin, un homme qui dit tout bas ce que nous, les femmes, voulons, c'est-à-dire un homme qui nous porte, qui nous entretienne, etc. Évidemment, tout de suite, ma première lecture, c'est oh, waouh. Et en même temps, on est en démocratie, ces femmes ont le droit C'est d'exister. ça. Et ce discours, alors évidemment, j'ai coupé ce qui était insultant, gratuit, parce que je fais très peu de coupes, mais je fais un petit peu de montage pour nettoyer les épisodes et puis pour enlever les redites, etc., pour que ça reste entre 45 minutes et 1 heure. Toutefois, son propos a le droit d'exister, il a le droit d'avoir sa vision du monde, tant qu'il reste, tout reste légal, ce qui est un peu la limite finalement, il a le droit voilà, de s'exprimer. Et on a eu vraiment un échange intelligent dans ce sens. Il savait évidemment que j'étais pas du tout OK avec ses valeurs et ses idées, mais je l'ai laissé s'exprimer. Je lui ai juste rappelé parfois le cadre justement légal de l'homophobie, la transphobie, qui sont des délits. Mais c'était hyper intéressant d'avoir son discours. Ça était assez clivant pour certains de mes auditeurs et auditrices. Et en même temps, beaucoup m'ont dit, en fait, il n'y a pas que le vieux tonton de 65 ans bourré qui a ces propos-là. Bien sûr. Il y a aussi des jeunes hommes de pas tout à fait 30 ans qui sont parisiens, qui sont urbains, qui ont des nanas, qui sont plutôt des jolis garçons. Enfin, il n'y a pas une raison systémique à cette pensée. Et c'est important pour moi voilà, d'avoir toutes ces orientations, tous ces schémas de pensée, tous les types de pratiques. J'ai essayé de faire un choix, enfin faire très attention à mes choix. Ça, c'était une question. Ça, c'est une question que Ah, j'aimerais pardon, vous poser. Non, non, mais moi, je pourrais vous laisser faire l'interview toute seule parce que c'est chouette. Vous savez en parler. Comment vous les avez choisis, tous ces témoignages? Parce que on a Martin, Émile, François, Marwan, Jérémy, Alexandre, on a un peu tout le monde. Comment est-ce que tout ça, ça a été choisi? Parce que vous dites 70 épisodes de podcast et on avait combien de 21. témoignages? C'est 21 témoignages au total. Alors, les podcasts, en fait, on va dire que la première moitié de la première saison, ce sont des proches. Donc, ça a été un exercice un peu difficile et un peu différent parce que c'est des amis et que du coup, il y avait des choses que je savais. Enfin, bref. Et en même temps, j'ai appris pas mal de choses aussi sur leur vie parce que
dans le podcast, on commence des premiers souvenirs érotiques, on va dire, jusqu'à la première fois. Puis ensuite, on passe sur une sexualité plus actuelle, de ce qu'ils vivent en ce moment et comment ils le vivent. Et souvent, on conclut par une projection d'une vie sexuelle tardive. Alors évidemment, entre un jeune homme de 18 ans et un monsieur de 75 ans, voilà, les dosages n'est pas tout à fait le même, mais c'est intéressant d'avoir ce triptyque temporel qui permet de bien, et puis même pour les auditeurs et auditrices, il y a une forme de fidélisation sur ce schéma qui est intéressant. En fait, donc, bon, voilà, au début, des gens de mon cercle proche, et très vite, en fait, j'ai eu des propositions de témoignages qui m'arrivent par mail, et puis aujourd'hui, il y a un questionnaire, enfin, il y a un Google Form qui permet, voilà, d'agréger toutes ces demandes pour pouvoir les classer, faire des jolis tableurs Excel. Je sais que vous adorez ça, et donc du coup, tout bien rangé. Et c'est ce qui me permet, en fait, sur les questions que je pose, de ventiler l'orientation, les âges, les provenances. J'essaie de prendre vraiment des gens de toute la France et de l'étranger, puisque du coup, Covid oblige, j'ai appris à faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire enregistrer à distance, ce qui est super utile et qui m'a permis d'avoir des gens complètement dans le monde entier. Ça fait parfois des trucs un peu chelous de fuseau horaire, mais c'est toujours très intéressant. Et puis, de catégories socio-professionnelles différentes, de religions différentes, de traditions différentes. Enfin, voilà. J'essaie vraiment d'avoir un panel max, parce que si on est sur voilà, de l'entre-soi, ça, c'est pas très intéressant, et c'est l'ouverture qui m'intéresse. Et pour le livre, alors, c'est une question que je me suis posée après. Pourquoi j'ai choisi ces garçons à chaque fois? L'idée, déjà, le dénominateur commun, c'était d'être dans des sexualités consenties. Parce qu'effectivement, dans les histoires que j'ai dans le podcast, il y a eu des schémas de vie et des traumas qui ont fait que ça n'était pas consenti. C'était important pour moi de garder quand même quelque chose d'assez… je ne vais pas dire… Enfin, je ne suis pas en train Rester de dans le minorer. positif. Voilà, mais voilà, je ne veux pas minorer leur histoire, mais c'était important pour moi de proposer, voilà, un panel de sexualité plutôt qui tire vers le haut et qui ne soit pas trop dramatique, parce que les histoires de ces hommes qui ont vécu des traumatismes, ça mériterait un livre entier. Donc là, c'était un peu différent. Et j'ai essayé, pareil, de ventiler les sexualités. J'en ai écrit 26 en tout. Et avec mes éditeurs, Gabriel et Claire, on a vraiment choisi ces 21, avec des inédits qui étaient hyper intéressants à proposer. Donc, du coup, oui, ça a été aussi du feeling. Ça a été aussi parce que je suis en lien avec ces gens et qui m'ont permis aussi d'updater leur histoire 2-3 ans après, parce que je les avais trouvées… en fait, elles sont hyper toutes intéressantes à retranscrire, mais celle-ci, pour moi, apportait quelque chose dans le livre. C'est ça, il fallait que les lecteurs puissent les lire. Ouais. Bon, très, 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 très chouette. Combien de temps on met à écrire un livre comme ça? La Alors, question piège. il y a le temps qu'on a et le temps qu'on met. Eh bien, j'ai eu 6-8 mois pour l'écrire. Après, moi, j'avais jamais eu un projet comme ça de création, même si effectivement j'avais ce support audio qui a été évidemment salvateur pour moi. En fait, ce qui a été particulier, c'est que je me suis mis des moments d'écriture et j'y arrivais pas à me lancer. Et ça, c'était super dur. C'est-à-dire que j'avais ce… Et puis du coup, la machine se met en place, c'est-à-dire, j'y arrive pas, mais c'est le moment. Mais là, tu as 4 heures, mais tu n'y arrives pas. Donc en fait, passer les 2-3 moments d'angoisse là-dessus, en fait, j'écrivais, je retranscrivais un testimonial, et quand vraiment j'avais envie, je le projetais dans le livre, parce que l'exercice que je me suis imposé, et c'était aussi pour ça qu'avec Robert Laffont, c'était super de bosser avec eux, c'est que c'était pas de la retranscription stricto Oui, bien sensu. sûr. Il y a de la romance derrière, il y a beaucoup de détails. Je contextualise énormément. C'est à la première personne du ressenti, c'est notre histoire, c'est comment on l'a vécu. Et je rajoute des choses qui ne sont pas forcément captives quand quand on écoute l'épisode. Oui, 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 c'est ça qui est très, très riche dans le livre. Je me souviens d'un passage sur le garçon qui parle beaucoup de masturbation. À un moment, il y a tout un encart sur les 10 avantages à la masturbation. Et ça, c'est vrai que c'est important de le savoir. Parce que souvent on a un peu honte, on n'en parle pas. Ouais. Il y a tous les mouvements qui peuvent être nofap pour arrêter de se branler, conserver son énergie vitale et masculine, c'est hyper important. Mais on apprend que, par exemple, ça aide à faire baisser le risque de cancer de la prostate. Donc, voilà, ça fait bosser le cœur aussi. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des fun facts sur la sexualité qui sont assez intéressants. Question personnelle maintenant. Votre chapitre préféré?
C'est C'est celui qui dur. a été… Eh oui, évidemment, c'est dur. Alors, Un que vous avez eu plaisir à relire, réécrire, un que vous réabordez plus facilement. Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous recommandez davantage? il y en a deux, en fait, si je peux me permettre. Il y en a un, c'est celui de Yann, qui est un monsieur des médias, qui a une sexualité qui est rentré dans une relation SM avec une maîtresse domina. Avec Leiden, j'ai Avec adoré. Aiden. J'ai ri beaucoup pendant ce passage Même parce si, que, voilà, quand on parle allemand, on lit le truc, pas de spoiler, mais bon, il faut faire allemand LV2 pour pouvoir là, apprécier, LV1 même si on veut, voilà. pour apprécier ce passage. Donc, ouais, Mais lui, oui. ça a été vraiment chouette parce que justement, il y a eu cette rencontre, ça a été très compliqué à mettre en place et je trouve qu'il est très fort parce qu'assez rare et en même temps, je sais au fond de moi que Yann, donc son prénom d'emprunt, au final, regrette d'avoir raconté ça. Ah Parce mince. mais pas de me l'avoir raconté, mais en fait, il s'est rendu compte à quel point, oui, il joue sa vie sociale et personnelle. En même temps, on ne peut pas le reconnaître. Mais j'étais hyper contente d'avoir cette parole extrêmement précieuse. Parce que ça a été une interview euh, pas difficile, mais électrique. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de retenue, puis en même temps, il avait envie de parler, puis en même temps, il reprenait. Donc, en fait, il y avait un côté un peu combat de boxe. Et j'ai aimé, du coup, vraiment cette interview. Et le deuxième ex aequo, c'est le premier, c'est Martin. Parce qu'en fait, Martin est un homme que je connais. Et tout ce que je raconte en intro, enfin, sur le chapeau, c'est exactement notre histoire. C'est-à-dire qu'il s'est confié à moi alors qu'on ne se connaissait pas vraiment par les réseaux sociaux. Évidemment, j'ai changé des éléments, mais ce Martin existe. Et en fait, c'est un peu lui aussi qui m'a donné la dernière brique pour créer le podcast, avec vraiment je ne peux pas en parler, je ne peux dire à personne ce que je vis. Voilà, j'ai l'impression que tu m'écoutes de façon bienveillante et pas jugeante et pas superficielle. Et moi, je ne peux pas parler de tous ces problèmes avec ma femme et cette baisse de libido et de nos problèmes de couple et de sexualité globalement, parce que ils n'ont pas des problèmes de couple au quotidien, tout se passe très bien, ils sont très amoureux, mais c'est vraiment leur sexualité qui est très, très problématique. Et entre lui qui a des envies, des besoins, et sa femme qui doucement se rend compte qu'elle s'en fout en fait. Elle n'a plus envie d'avoir de sexe et elle a un âge, elle a 45 ans et elle est sur quelque chose, c'est de passer, alors que lui est très dans ce Ouais, présent. bien sûr. Et il y a vraiment une dichotomie entre leurs envies, leurs besoins et leur libido. Et j'ai trouvé, et voilà, et parce que Martin m'a donné envie aussi vraiment de lancer le podcast officiellement et plus un petit projet parce que j'ai toujours 15 000 projets dans la tête. Donc pour lui, ouais, ce sera ces deux-là. Canon. Est-ce que, avant de refermer cette interview, pourquoi est-ce que les spectateurs d'Art de séduire, ils doivent lire ce livre? Une bonne raison de le lire, une ou des. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre dedans? Euh, Pourquoi ils parce doivent que le lire? Parce que je pense qu'on apprend beaucoup de choses sur la sexualité masculine, parce que je crois que c'est un livre qui rassure les hommes, qui éduque un peu les femmes. Moi, je sais qu'en commençant, même si j'ai toujours eu la parole très libre à ce sujet, j'ai appris plein de trucs sur la sexualité des hommes, trucs tout bêtes. Pour moi, un homme qui avait une érection, c'était un homme qui avait envie de faire l'amour. Voilà, Ouais, mais ou en quand fait, je me réveille, quoi. C'est aussi ça. voilà, et je savais qu'il y avait le truc la gaule du matin, mais et j'ai plein de potes qui m'ont dit, mais pas forcément. Et inversement, c'est pas parce que j'ai pas une érection que je n'ai pas envie de sexe. Il y a des hommes qui fonctionnent pas de façon aussi automatique. Enfin voilà, j'ai appris pas mal de choses. Et surtout, ce qui est intéressant, je pense que c'est qu'à travers tout ça, en dénominateur commun, il y a vraiment cette vulnérabilité de ces hommes-là qui m'ont fait confiance. Et pour ça, je pourrais jamais les remercier assez et qui propose du coup aux lecteurs, du coup maintenant et aux lectrices, un panel de la sexualité en 2022. Qu'est-ce que c'est d'être un homme en 2022, mais qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait, je crois que le plus âgé dans le livre a 64, 65. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voilà, la transparence totale de ces témoignages qui apprennent et qui transmettent quelque chose de très fort. Ouais. Ouais. Ce que j'ai bien aimé pour rajouter un dernier point, c'est effectivement ce côté, quand on a 15 ans, 18 ans, 25 ans, on ne se rend pas compte qu'on va vieillir. Là, la vidéo, je la fais, je vais avoir 39 ans à la fin de l'année.
Vous voyez, si vous regardez les premières vidéos sur la chaîne Art de séduire, il n'y a pas de poil de barbe blanc, ça n'existe pas. Et il y a des chapitres il y a un chapitre notamment sur la sexualité des seniors. On se dit, ah ouais, en fait, Ah oui. ça va nous arriver ce truc. À un moment, on va Ouais. vieillir et on va avoir un vieux cul. Ça va commencer à pendre dans tous les sens. Mais voilà, comment ça va se passer vraiment? C'est ultra intéressant parce que ouais, clairement, je fais partie de ces hommes où je ne parle pas de ça dans ma famille. Donc, c'est Bah, pour ça que le bouquin, je l'ai trouvé vraiment très, très fort là-dessus pour voir un peu tout ce spectre pour pouvoir découvrir d'autres choses. Et c'est comme si on parlait avec un pote un peu qui nous confiait ces trucs. Et là, tu dis, ah ouais, en fait, peut-être qu'on pourrait faire ça et peut-être qu'on pourrait faire ça. C'est, à mon sens, très intéressant. Allez-y vraiment les yeux fermés. Le livre d'Anne-Laure Parmentier chez Robert Laffont, il s'appelle On the Verge, même nom que le podcast. C'est écrit par Anne-Laure Parmentier. Anne-Laure Parmentier, merci beaucoup pour ce super merci. bouquin Merci et pour tes... à très vite pour de nouvelles aventures. Le podcast continue? Bien sûr, le podcast continue. Il y aura des épisodes un peu hors série qui vont être avant l'été, qui sont assez rigolos. On va faire des exclus, attention, des focus sur les sex toys masculins et ça va être très sympa. Et oui, oui, il continue, bien sûr. J'essaie toujours et encore d'avoir des gens très différents et c'est toujours des rencontres extrêmement enrichissantes. Mais ouais, bien sûr qu'il continue. Canon, on peut vous suivre quelque part? C'est quoi? Donc, à part le podcast, il y a un Il y a compte les réseaux sociaux, Instagram. Instagram, Facebook, On the Verge, underscore podcast. Voilà, j'y mets toute l'actu. Et puis, il y a le site où on peut reprendre aussi tous les épisodes si on n'a pas envie d'être sur des apps de streaming. Voilà, Tout est c'est pas dit, dispo. tout est disponible. Parfait. Merci beaucoup à vous. Bonne Merci. journée. À la Salut, prochaine.